It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Bon matin à tous. Comme vous le savez, en fait, on a lancé notre site web lavoixdesgrimpeurs.ca il y a quelques semaines. Donc, le but de ce site web-là, principalement, va être de connecter le bon coach avec la bonne personne. Donc, vous êtes au courant, c'est tellement difficile d'avoir de l'information en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont se proclamer coach puis qui vont donner des conseils à gauche, à droite, sans être spécialisés réellement dans ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, avec notre programme Trouve ton coach sur notre site, on va vous aider à briser votre plateau. Puis probablement que vous n'êtes même pas au courant de c'est quoi la pépite d'or qui va vous manquer pour aller passer au prochain niveau dans votre escalade. Donc, que ce soit une préparation mentale, une préparation physique, donc que ce soit aussi une préparation au niveau de votre nutrition ou même de la fameuse technique. On a le coach pour vous. On a un petit peu plus que 6 coachs avec sur lavoixdesgrimpeurs.ca qui peuvent vous aider à passer votre escalade au prochain niveau. Donc, la meilleure façon de pouvoir voir quel coach peut être le bon fit avec vous, ce serait de prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit. On regarde ça ensemble pour voir c'est quel coach qui sera adapté par rapport à votre situation à vous, votre emploi du temps, etc. Donc, que ce soit à Québec, au Québec, en fait, ou en Europe, il y a possibilité de le faire en ligne. Donc, le lien va être dans la barre de description. On se retrouve de l'autre côté pour un appel découverte ou aller voir sur lavoixdesgrimpeurs.ca pour remplir le formulaire. On se voit de l'autre côté. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. La Voix des Grimpeurs est présentée par InnovaClim. Donc, vous le savez tous, La Voix des Grimpeurs, c'est mon projet de cœur. C'est ce qui me fait vibrer. Ça fait un peu plus qu'1 an et demi que ça roule. Mais ça n'aurait pas pu être possible sans le soutien et le financement d'InnovaClim pour faire avancer ce projet-là. Donc, pour tous les auditeurs qui sont à Québec ou qui sont à Montréal ou à 1 heure de Québec, on va pouvoir leur offrir un prix qu'on va considérer dans nos dossiers comme le prix famille et amis. Donc, si vous voulez une soumission gratuite, ça va me faire plaisir d'aider n'importe quel grimpeur qui soutient le podcast avec son écoute. Donc, juste à me contacter à François B. Sanson sur Instagram ou sur La Voix des Grimpeurs également, puis on va pouvoir faire une soumission gratuite. Merci pour votre soutien, merci InnovaClim, puis on se retrouve de l'autre côté. Bon matin à tous et à toutes sur cet magnifique épisode de La Voix des Grimpeurs. Donc, comme je l'ai dit tout le temps, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe, en fait, au Québec. Donc, un petit peu partout sur la planète à travers notre beau sport qu'est l'escalade. Puis aujourd'hui, en fait, on a eu la chance de fermer le restaurant, la boutique Patagonia à Québec. Donc, je suis vraiment content que tout le monde soit là. Donc, un gros merci à tous que vous soyez là. Yeah! On peut donner une bonne main d'applaudissement une bonne main d'applaudissement au staff puis à toute l'équipe aussi du Festiglas qui ont pu rendre ce podcast-là possible. Puis c'est cool parce qu'en ce moment, on est quasiment une trentaine au magasin Patagonia. Puis on va pouvoir avoir une belle discussion avec des athlètes de renom. Puis ce qui est cool, c'est qu'on parlait de ça justement avec Fred avant le podcast. Puis on a 3 générations de grimpeurs, en fait, de glace avec nous autres aujourd'hui. Puis le but du podcast, ça va être vraiment de parler de l'historique du Festiglas qui nous permettent justement de pouvoir faire le podcast d'aujourd'hui. On va parler aussi de quand même plusieurs choses. Donc, premièrement, c'est quoi la différence entre ouvrir des voies de glace versus des voies
en roche. On va parler aussi justement de c'est quoi le mindset qu'il faut avoir justement pour performer en escalade de glace, parce qu'on s'entend qu'il y a une considération du risque qui est très, très, très différente des autres types d'escalade. On va aussi parler d'histoires épiques, drôles, puis des histoires probablement super inspirantes en glace. Puis là, je vois Vince qui se retourne vers Carl parce qu'il y a peut-être une couple d'idées en tête. Puis aussi le mindset, dans le fond, qu'il faut avoir pour performer en glace. Mais avant ça, je voulais aussi prendre 30 secondes pour inviter Héloïse, qui est en fait une des personnes qui prend en charge le Festiglace en fait depuis plusieurs années, à venir vous partager un petit peu c'est quoi le Festiglace, c'est quoi en fait que vous pouvez vous attendre du Festiglace, puis aussi vous partager un petit peu la vision de c'est quoi ce magnifique événement qu'on a la chance d'avoir au Québec, ici, à Pont-Rouge. Donc, j'invite Héloïse à venir ici pour vous parler un petit peu de ce que c'est. Fait que moi, on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Yes! Merci, Frank. Ben, Festiglace de Pont-Rouge, 5e édition cette année de son revampage, donc sa nouvelle mouture. Donc, déjà la 5e édition. Le Festiglace se veut un festival qui est inclusif. Donc, évidemment, cette année, on a une programmation. Évidemment, le grand spectacle, c'est la compétition professionnelle. Mais cette année, on a aussi une compétition amateur, mais disons amateur assez élite, là, selon le point de vue qu'on se situe. On a aussi tout le volet clinique lors du Festiglace qui permet aux grimpeurs plus avancés comme plus débutants d'aller chercher des techniques, que ça soit au niveau de l'alpinisme, de l'escalade de glace, de la préparation du matériel ou encore de la sécurité en montagne. Le Festiglace va vous permettre de vraiment vivre ces différentes expériences-là puis d'en apprendre davantage sur le sujet. On a aussi toute une programmation aussi de conférences qui ont lieu du mercredi soir au samedi soir. Donc, une programmation de films d'aventure. Souvent, les protagonistes sont sur place également pour présenter leurs films. On a une programmation également familiale qui est sur le site, mais aussi quelques conférences, dont un panel sur la conciliation sport d'aventure et vie familiale. Puis toute une gamme d'exposants également qui supportent le Festiglace, certains depuis plusieurs années, et une grande communauté aussi qui se rassemble lors de cet événement-là. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de rencontrer une communauté qui est assez petite en tant que telle, mais je pense qu'il gagne à être connu. Puis un sport aussi qui est somme toute accessible à tous quand on prend le temps de s'y attarder. Donc, ce soir, on le disait, on a la chance d'être accueillis à la boutique Patagonia de Québec. Et on a aussi des prix de présence pour les gens qui sont sur place. Donc, dans un premier temps, bien évidemment, le Festiglace va vous offrir un pass à gagner. Donc, c'est un pass qui est à prix spécial de 59 $ jusqu'à dimanche soir, puis qui vous permet d'accéder aux événements là, lors du 18 au 22 février, donc aux conférences qui ont lieu les jeudis soirs, vendredis soirs et samedis soirs, et d'accéder également à la Méga Boom cette année, qui est une Méga Boom du tonnerre qui a lieu le samedi soir. Méga Boom, c'est le party du Festiglace à ne pas manquer. Donc, pour 59 $ jusqu'à dimanche, vous avez accès à tous ces événements-là. En plus, on-site, je vous dirais, vous avez une gamme d'activités, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça te tente, c'est sûr que tu le manques pas. OK, toujours. Fait qu'on vous fait tirer ce soir un pass pour je sais pas comment il s'appelle ce pass-là. Super Pass VIP. On vous fait tirer un pass. On a aussi Patagonia qui non seulement nous accueille dans sa boutique ce soir, mais offre aussi, fait tirer 5 certificats, en fait 5 bons de 30% de rabais valides jusqu'au 31 mars, ainsi qu'un magnifique sac banane Patagonia comme on aime tant de couleur noire. Donc, il y aura ça à tirer. On a aussi un pack de 3 bières qui seront tirées ce soir parce que, bon, ça fait partie quand même un peu de la grimpe, la bière. Après.
On doit se le dire. Et est-ce que j'oublie des prix? Je pense que j'ai fait le tour de ce côté-là. Sac banane, superbe. Donc, merci pour ces quelques minutes. Je vous souhaite un bon podcast. Je pense que ça va être vraiment intéressant d'entendre messieurs échanger. Puis, merci. Yeah. Merci pour votre accueil. Merci. Good. Fait qu'on va commencer le podcast. Puis aussi, je voulais... en fait, avant de commencer le podcast, je voulais juste souligner aussi que Patagonia, en fait, Québec, la boutique vraiment à Québec, là, qui est sur Saint-Jean, en fait, à partir de demain ou après-demain, là, ils vont avoir un rabais, en fait, de fin de saison qui est de 30%. Fait que pour toutes les personnes qui écoutent le podcast, qui sont dans la ville de Québec, ben si c'est quelque chose qui vous enchante, je pense que ça vaut vraiment la peine de venir jeter un coup d'œil ici. C'est fou parce que moi, je viens de la ville de Québec, puis je n'étais jamais venu ici. Puis quand je suis rentré ici, je me suis dit ça fait aucun sens que je sois jamais venu ici. C'est vraiment cool l'ambiance qu'on a, les valeurs en fait que Patagonia ont par rapport à l'escalade. C'est quelque chose qui me rejoint énormément. Donc bref, on va commencer le podcast avec trois de nos invités chouchous. Donc on a Carl Darvaux, Vincent Landry puis Fred Maltais. Puis je vais pas les présenter moi-même, je vais leur laisser l'honneur de se présenter eux-mêmes. Puis je vais même en fait vous demander, les boys, de vous présenter comme bon vous semble. Donc vous n'êtes même pas obligé de vous présenter comme grimpeur. Vous pouvez vous présenter comme être humain. De la façon qui vous plaît. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à faire ça depuis une couple en fait, les derniers épisodes de podcast que j'ai tourné. J'étais à Paris, là, il y a genre 3 semaines. Puis à chaque invité que j'ai parlé, je leur disais présentez-vous de la façon qui vous plaît. Puis c'est le fun parce que on s'enlignait des fois dans des conversations complètement divergentes à l'escalade, mais je trouve que c'est vraiment le fun de pouvoir rentrer en intimité avec les guests dans le fond du podcast. Fait que je vous lance la patate chaude. Qui veut se présenter en premier puis partager un petit peu de votre personne? On fait roche, papier, ciseaux? Ouais, on peut bien. Je passe du plus jeune au plus vieux. Ah, puis c'est vrai, on a trois générations de... Non, je pense que c'est moi le dernier. Là. Ouais, vas-y, le jeune. Bon, je vais y aller. Fait que Qui casse la glace? on dirait que ta proposition nous pousse à ce qu'on se présente pas comme un grimpeur. En fait, pour être, tu peux te présenter comme tu veux. Comme je veux. Mais si ça te tente, tu Parce peux qu'en te ce moment, je vais être présenter. honnête, je fais pas mal juste grimper. Là. Mais bon, je m'appelle Vincent Landry, puis je suis un grimpeur, mais tu sais, j'ai d'autres choses dans ma vie. Je suis encore aux études, j'étudie à l'Université de Laval en génie forestier. Puis dans mes temps libres, qui sont très nombreux, je pratique l'escalade, mais je me spécialise, j'essaie de me spécialiser particulièrement en alpinisme. Là. Moi, ma passion, c'est la montagne, donc que ce soit en escalade, que ce soit en ski. Les objectifs qui m'animent, c'est en montagne. Et puis, cette année, je suis à ma première participation au Festiglas. Tombe que, j'ai jamais été là. Ça tombe, les années précédentes, j'étais tout le temps ailleurs. J'étais soit en Europe, j'étais soit ailleurs au Canada encore pour l'escalade, mais jamais pour la compétition. Puis là, avec l'école, avec la session d'hiver, je me retrouve à être au Québec cette saison-ci. Donc, je vais aller essayer cet événement-là qui me parle beaucoup. Puis, à part ça, je pense que c'est une belle introduction. Oui, 100%. Ça logiquement, on ira... Là, on fait en ordre décroissant ou... N'importe quoi. Là, je peux y aller. Là. On a fait un jump. C'est moi le deuxième plus jeune. Hein? Ouais, c'est ça. Vas-y. Non, moi, c'est Frédéric Maltais. Là. J'ai commencé... écoute, ça fait un méchant bout de que je grimpe. Là. J'ai commencé en 1996. Fait que j'ai connu les 2 Festiglas. Fait que j'ai commencé en glace. Après ça, comme tout le monde, grimpait à gauche, à droite. Après ça, fait un petit peu de compétition. Là. Il y avait des compétitions que probablement que personne n'a vu ici à Pont-Rouge, une tour artificielle, là, la fois que j'ai connu Guy Lasselle pour la première fois. Il y a du monde dans la salle qui... j'ai connu ça. C'est la compétition. Je t'avoue oublié. C'était pas les plaines d'Abraham, ça? Ou... Non, ça, c'était en 2002. C'est les plaines d'Abraham. Non, c'était vraiment une compétition régionale. Il y a de la glace sur les plaines d'Abraham. Ouais, une tour artificielle de glace. Moi, je suis né en 95. Hein. Tu dis que tu as commencé à escalader en 96. Là. C'était en 2002, la tour. J'étais pas là, moi. En fait, la tour, c'est parce qu'il y a eu une Coupe du Monde à Québec cette année-là, en 2002. Là. Ah, ouais, OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond. Puis là, j'ai
commencé à prendre goût vers la compétition, quoique je suis pas comme quelqu'un de compétitif au bout, mais dans ce temps-là, il y avait la Coupe du Québec. Puis on avait c'était vraiment super, la Coupe du Québec, là, l'ambiance. Là. J'ai connu énormément, même d'amis présentement là, que j'ai encore, là, ou souvent, tu rencontres du monde, tu grimpes avec du monde, puis là, tu te fais d'autres amis. Là, tu sais, des fois, je pense à ça. Je me dis, si je n'aurais pas fait la Coupe du Québec, il y a plein de monde que je ne connaîtrais pas, des bons amis. Là. Puis dans ce temps-là, Coupe du Québec m'a amené à faire le Festilas en 2003. Après ça, un petit peu de voyage, de grimpe à gauche, à droite, puis personnel, des enfants. Fait que comme beaucoup de monde qui ont eu des enfants, j'ai... Je pense que c'est ça que Laïs disait un petit peu. Je parlais un petit peu avant le podcast, puis elle disait que je pense que pendant que tu as eu des enfants, ça a été un petit peu plus mollo au niveau escalade, ça se peut-tu? Oui, puis tu sais, souvent, le niveau d'engagement, quand tu as des jeunes enfants aussi, de mener, tu veux pas qu'il arrive de quoi, puis tu réfléchis beaucoup plus, puis tu as moins de temps aussi. Fait que, tu sais, j'avais... Il y a eu des années que j'ai beaucoup moins grimpé, je me suis blessé, puis là, de mener... c'est ça, dans les années 2020, là, je me suis remis à grimper aussi, à être juge pendant la COVID, être juge pendant un Festiglas, puis finalement, là, ça fait 2 années là, que je participe, que je recommence à compétition au Festiglas. Cool. Puis c'est... Dans le fond, es-tu la seule des 3 personnes qui a connu T'as-tu connu l'ancienne version, la première version, dans le fond, du Festiglas? Moi, j'étais pas né. T'étais pas né, ouais. Dans le fond, parce que j'en ai brièvement parlé un petit peu avec Agathe avant le podcast, mais dans le fond, ça a été quoi les années de la première édition, puis après ça, la recréation, dans le fond, du Festival? La première année est en 98, OK. du Festiglas, puis après ça, ça a arrêté en 2007. OK. Ça a repris en 2020. Ouais. Ish, là, C'est ça, ouais. Fait qu'il y a eu un 13 ans. Là, un peu de travail en 2019 qu'on a commencé un petit peu là, à avoir des discussions, mais 2020. OK. Toi, t'étais j'allais dire incorporé, mais t'étais pas inclus, mais t'étais impliqué moi, là-dedans, dans la recréation du... Oui, ben c'est ça, Carl Darvaux. Ouais. Moi, Bonjour, en fait, bon matin. Bonjour. Il reste de la place. Tu peux te présenter comme il te plaît. En fait, moi, je suis natif de la région de Portneuf. Donc, j'ai vraiment, en fait, découvert l'escalade de glace un peu grâce au premier Festiglas qu'il y a eu à Pont-Rouge. Moi, c'était à côté de chez nous. Puis avec un ami qui fait partie aussi de l'équipe Festiglas, là, Danny Julien, qui n'est pas ici ce soir. Mais fait qu'un peu avec lui, on a commencé au secondaire, les petits murs d'escalade. Puis là, il me parle de ça. Il y a un événement à Pont-Rouge d'escalade de glace. Je n'avais jamais fait ça. Fait que l'introduction pour moi, c'était de voir les athlètes aller ces murs. Puis t'es comme, wow, c'est vraiment impressionnant. Fait qu'on a commencé les deux un petit peu à grimper dans la région de Pont-Rouge. Fait que moi, l'introduction à l'escalade, là, c'est par rapport à ça. Puis par la suite, on aura peut-être la chance d'en rediscuter, mais il y a eu c'est vraiment une gang d'amis, tu sais, puis... on était nostalgique de cet événement-là. On s'ennuyait de ça, toute la vibe qui vient avec, de voir vraiment des athlètes de haut niveau, les parties un petit peu aussi le soir. Là, la méga boom du samedi soir. Un petit peu, mais bref, fait que, ça a parti vraiment de discussions. On aura peut-être sûrement la chance d'en reparler, mais... fait que c'est ça, j'ai rembarqué là-dedans quelques mois sur le tard. Là, il y a eu des rencontres un peu qui s'étaient fait que j'ai pas pu participer. Mais bref, fait que c'est ça. Puis, moi, l'escalade de glace, ça a commencé un petit peu comme ça. Ça a toujours été une très, très, très grande passion jusqu'à temps que ma vie change légèrement. J'ai eu un bon accident à l'épaule. Fait que ça l'a amené que j'ai pas réussi à réatteindre un certain niveau. Fait que là, ça a fait que j'ai mis beaucoup plus de temps, entre autres, dans le Festiglas, pour travailler sur le terrain comme ouvreur-équipeur. Et aussi, là, on pouvait se présenter pas juste grimpeur, mais moi, la boutique Patagonia, c'est le fun pour ça. J'ai découvert un peu, je dois dire, grâce à ça, là, une passion pour la pêche au saumon. Fait que je passe mes étés. Je grimpe pas vraiment l'été. Je suis un amateur. Pas plus qu'un amateur, un maniaque de pêche au saumon. Je passe mes étés là. J'ai commencé à guider. Puis, ouais? Ouais, c'est une nouvelle passion. Pas d'escalade pantoute pendant l'été? Non. Même pas à l'intérieur, quoi que ce soit? Non, en fait, je passe une bonne partie de mon été en Gaspésie, dans le coin de New Richmond. Fait que moi, c'est descente en canot des rivières puis de pêcher le saumon. Fait que je trouvais ça...
Let's ça go. fait partie de ma vie. Fait que Ben, je c'est trouvais bien ça le fun de vous le partager. Ben oui, ben oui. Ça me motive bien Ouais. raide. Ouais. Cool. Puis, en fait, on va pouvoir entrer dans. Parce que le but du podcast, c'est justement de parler un petit peu du Festiglass, de son histoire, de comment ça a été créé, puis tout ça. Puis aussi de parler d'escalade de glace en général. Le mindset qu'il faut avoir pour réussir en glace, etc. Mais, en fait, est-ce que, dans le fond, la date, je pense qu'il y a vous deux qui avez vécu vraiment l'ancienne génération, si on veut, du Festiglass. Mais ça a été quoi les. Si vous pouvez me parler un petit peu des premières étapes de c'est quoi que ça a été la première fois, puis peut-être même la deuxième fois du festival de glace. La première édition, La première génération, autrement dit, ouais. là. Ouais, ben tu sais, il y a eu quand même beaucoup d'évolution. La première génération, en 98, c'est ça a commencé. Là, c'est Yann Barito qui aurait créé le Festiglass en premier, avec Éric Leclerc qui est embarqué, avec après ça, Jean-Philippe Villemer puis Guy Tremblay là, avec lui, là, dépendamment des années. Dans la première année, il y avait juste 2 Québécois qui participaient. La première édition, il y avait Ben Marion puis Guy Tremblay. Après ça, c'était des compétitions plus traditionnelles, là, qui étaient des compétitions 2 qualifs puis une voie de finale. Mhm. Puis jusqu'à temps qu'en 2002, ils ont essayé le premier enduro. Ça, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. La première enduro, ça a été un méchant événement, là, parce que 2002. c'était un peu J'étais pas là, ben, n'importe quoi. Tu avais des points pour ouvrir des voies. Ouais. OK. Hey, c'est hot, ça, on recommence ça! Mais tu sais, ça recommence faisait en ça. sorte, là, c'était complètement fou. Tu as eu des ouvertures, des M8+, ouvertes à vue d'en bas en pro naturel, OK, wow. des méchantes chutes. C'est quand même. C'était quand même. C'était wild. là, Dangereux, c'était wild. Tu sais, puis ouais, puis tu sais, t'avais beaucoup de monde aussi. Tu sais, la communauté a pas tant changé, mais tu sais, c'était beaucoup du monde de montagne dans ce temps-là qui était issu d'une l'époque où les vis n'avaient pas de swivel, puis t'en mettais beaucoup moins. Tu sais, c'était du monde qui. Il y a du monde qui grimpe très engagé aujourd'hui. Je te dirais Le gars à droite. là. la majorité, mettons, il y avait beaucoup de monde qui grimpait très engagé aussi Ouais. dans ce temps-là. Puis, tu sais, ça faisait en sorte que cette édition-là avait été totalement folle. Là. OK. Après ça, 2003, l'année que je l'ai faite, c'était revenu à une compétition traditionnelle. Puis après ça, ils ont recommencé en 2004 là, à faire l'enduro. Là. Mais maintenant, là, tu avais des voies prééquipées, puis tu avais un nombre minimal de vis là, à mettre là, pour les voies de glace. Là. Je pense que c'était 3 ou 4 vis là, qu'il fallait que tu mettes minimalement. Là. C'est fou. ça. Ce qui était... c'est ça. Aujourd'hui, il y en a un petit Ah, peu oui, plus. Ouais, petit bémol pour les auditeurs, parce que dire, tu sais, pour revenir sur 2002, c'est pas tous les auditeurs qui connaissent le site de Pont-Rouge, puis de dire ouvrir une voie à vue, ça peut sembler comme pas grand-chose, mais faut spécifier que le rocher de Pont-Rouge est... Écoute, là, j'ai grimpé, c'est qualifié dans le pire rocher que j'ai jamais grimpé de toute ma vie. Là. C'est vraiment du rocher qui est abominable. Et puis, de le grimper non seulement à vue, mais en utilisant des protections naturelles de haut en bas, c'est un effort qui est incroyable. Là. J'ai entendu suicidaire. Là. Mais... puis en plus, dans le cadre d'une compétition, ça fait aucun sens. Là. Donc là, aujourd'hui, je pense que Pont-Rouge, ça reste un site qui est assez que c'est risque, en fait. Là. Mais les protections, on les pose plus avec c'est plus des protections naturelles, c'est des ancrages qui sont fixes. Donc oui, j'imagine que ça a beaucoup évolué là, depuis... Oui, ça a beaucoup évolué. Puis je ne sais pas si on évolue trop vite dans la discussion, mais tu sais... On peut aller n'importe où. Là. Dans le temps, quand on ouvrait des voies, on mettait le minimum de base. Puis si on pouvait mettre une vis d'un petit glaçon, on la mettait. Puis après ça, on ouvrait la voie. T'sais. Mais l'année suivante, il y avait eu de l'érosion. La glace, elle poussait, elle était un petit peu à côté. Fait que là, tu refaisais la voie l'année suivante. Là, tu te faisais peur. T'sais. OK. Puis plus ça allait, plus... Puis ça, en fait, d'année en année, ça ressemblait à quoi? Mettons, y avait-tu une évolution, justement, dans les voies? Ça change à tous Ouais. les ans. Tu sais. Ouais. Mettons, présentement, tu sais, sur le terrain, là, on travaille actuellement là, pour l'édition de cette année. Puis d'année en année, parce qu'en fait, c'est des strates de roche, là, Pont-Rouge. C'est du galet, des strates de roche calcaire, un peu de schiste. Fait que c'est comme si on empilait des assiettes, une par-dessus l'autre. Puis les roches de Pont-Rouge sont aussi tranchantes que des lames de rasoir. Là. C'est vraiment... c'est un site qui est unique.
Fait que... où je m'en allais avec ça, je m'excuse, j'ai comme perdu... D'année en année, je pense. Ouais, c'est ça, d'année en année, excusez, d'année en les boîtes, année, tout, ouais. ça change parce que l'eau va s'infiltrer dans ces strates de roches-là, puis une année qu'il y a un glaçon qui se forme à une place, l'autre année, il n'est plus là. On ne sait pas trop pourquoi, il a tassé Ouais. comme d'1 mètre ou 2 mètres. Fait que bref, toutes les fois qu'on va, comme pour équiper une voie, ben, c'est un peu tout le temps à refaire. Fait que t'arrives des fois qu'on va refaire une ligne qui est quand même refaite à tous les ans, puis c'est drôle parce qu'il y a des séries de bottes d'un fois qui sont à comme un pied, 2 pieds, 3 pieds de distance parce que la glace était plus ou moins épaisse selon l'année qu'on a fait OK. la compétition. Fait que moi, c'est bien particulier comme place. OK. Puis maintenant, tu sais, on va mettre plus de bottes que moins, tu sais. Fait que, tu sais, C'est moins engagé qu'avant, mettons. Là. Oui, ça l'est encore. Si tu veux te faire Ouais, peur, tu peux te faire peur, il n'y a pas de problème, là. Mais tu sais, mais tu sais, c'est le fun parce que les voies sont beaucoup mieux grimpables, sont beaucoup accessibles, autrement dit, là, en général, parce que, tu sais, puis tu vois, le premier, tu sais, on met plus de sécurité, puis si le glaçon ne pousse pas l'année suivante, ben, tu sais, à la limite, ils auront eu une botte à côté, là, tu sais. C'est quand même relatif parce qu'il y a des bottes qui ne restent pas là. Ils tombent. Aussi. Ouais, c'est vraiment particulier parce que les strates de roche, tu sais, l'eau qui s'accumule, ben, la glace, tu sais, c'est extrêmement fort, fait que ça pousse les strates de roche. OK. Puis il y a des années que, OK, il y avait une botte là, mais là, elle n'est plus là. Fait que le bloc de roche a complètement tombé au complet. Là. Fait que, les bottes sont bonnes quand on les met. Puis je garantis pas Fait que toi, tu signes une décharge. Non, mais je fais des blagues. Là. On essaie toujours de trouver vraiment... C'est difficile à expliquer avec des mots, mais il y a toujours des strates de roche qui sont un petit peu meilleures, qu'on sait qu'ils vont rester là. Fait que c'est toujours ça qu'on va aller sélectionner, mais ça change énormément le site. Là. Une voie qu'on peut faire une année, puis mon ami Nelson qui est dans la salle, là, ça me fait penser à une voie que j'ai faite il y a quelques années. Il vient pour la refaire, puis toute la partie du bas n'existe plus. Il n'y a plus de bottes, il n'y a plus rien. C'est fou, ça, pareil. Il a fallu retravailler, remettre les bottes, mais là, oui, c'est à la même place, mais c'est pas la même voie. Fait que c'est ça qui est quand même très cool. Là, moi, mettons, personnellement, je suis plus un grimpeur de roche, là, on s'entend. Ouais. Moi, je fais plus du bloc puis de la voie en escalade extérieure de cailloux. Là. Mais ça, c'est tellement quelque chose qui est différent, je pense, entre l'escalade de glace et l'escalade de roche, là, dans le sens qu'à chaque année, en glace, la voie est différente, l'engagement est différent. Tu t'engages dans une aventure qui est complètement différente, j'imagine, à chaque fois. Puis, mettons, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont des grimpeurs de roche normaux en tant que tels, est-ce que vous êtes capable de faire une genre de... Tu sais, Vincent, Vince, tu disais que c'était quelque chose de sketch, là, si on veut. Ben, pas sketch, mais tu sais, c'est ce que tu parlais tantôt, là, il y a 20 ans. Là, tu peux-tu expliquer, mettons, d'un œil pour que les gens comprennent à quel point c'est engagé? Ben, ça, c'est un exemple avec le style d'ouverture de 2002, mais en escalade de rocher, c'est permis de tomber, puis c'est fréquent. Mais la règle numéro 1, en escalade de glace ou dans l'escalade mixte avec piolet crampon, la règle numéro 1, ça a toujours été de ne pas tomber. Puis surtout en glace, parce que là, les protections qu'on utilise, c'est des broches. Puis on a des crampons aussi. Donc, juste le fait de tomber, ça implique beaucoup de risques. Piquer avec les crampons, les piolets, ces trucs-là. Les crampons peuvent planter dans le rocher, dans la glace. Tu peux faire une bascule, tomber par en arrière. Les chutes sont beaucoup moins belles qu'en rocher, là où il y a vraiment un pendule qui se fait qui est très propre. Donc là, de prendre le risque, en fait, de grimper, avec le 2002, juste de faire des voies, en plus de ça, sur des protections qui sont marginales, sur du rocher qui est pourri, c'est pas le... Si je peux me permettre, Ouais, vas-y. une petite mini-parenthèse. Là, moi, le plus, c'est que ça me motive. Là. J'écoute ça, puis ça me... Avec Damien, qui est en fait, on est 2 ouvreurs principaux à Pont-Rouge. Il y a Damien qui est ici aussi avec nous. Là. On couvre presque l'entièreté du site. Là, puis on a trouvé encore des vieux coinceurs dans de la roche. J'en ai chez nous, des vieux pitons qui étaient utilisés dans ces années-là. Là. Mais moi,
je peux pas concevoir que les gens grimpaient puis qu'ils se disaient « Hey, ça, c'est bon, là, ça va tenir. » Ça, ma vie là-dessus. Bon, ouais, je mets ma vie là-dessus. C'est Ouais. comme... Tu sais, c'est... Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que ça a changé, le niveau d'engagement, mettons, il y a 20 ans versus aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la mentalité est différente? Ben, C'est-tu en l'engagement? général, ben, il y en a, il y a du monde qui pousse Oh, très exact. loin l'engagement aujourd'hui. Là. Fait que c'est vraiment généralisé ce que je vais dire là, mais je pense qu'il y a plus de monde qui grimpe plus sécuritairement aujourd'hui qu'avant, je pense, en général. Je parle de monde de glace. Là. Ouais. Je Ben, pense l'équipement aide beaucoup. Puis l'équipement, aussi, ouais, là. Ouais, effectivement. c'est ça, Les ça vis, s'est modernisé. C'est pas comme c'était il y a 20, 25 c'est ça, Ouais, les vis plantaient mal dans le temps. Tu n'avais pas maintenant... tu sais, les vis, il y a un petit swivel dessus. Tu n'avais pas ça avant. Fait que, tu sais, Une manivelle. il fallait pas... Mhm. tu ne pouvais pas en mettre beaucoup dans du vertical parce que tu te rendais pas en haut. Là, tu sais. OK. Ah ouais. Puis il y avait comme une, je sais pas, une mode qui ressortait de ça, comme à Pont-Rouge, quand tu pouvais mettre une pro naturelle, ben, Ouais. t'en mettais, tu sais, puis t'avais du monde qui... Puis mettons Pont-Rouge comparativement à d'autres sites de glace. Là, tu me parles un petit peu de la roche tantôt qui était comme différente. Est-ce qu'il y a d'autres différences majeures par rapport à ce site-là comparativement à d'autres sites sur la planète? Pont-Rouge, c'est assez unique. OK. Je dirais, Parce que je sais c'est qu'il y a, assez- il y a beaucoup de monde qui font des voyages. Tu sais, il y a beaucoup de monde même d'Europe qui viennent pour le Festiglass. Là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pas... tu sais, c'est quand même c'est connu, là, je veux dire, comme secteur et tout ça. Ben, j'ai ramené souvent le rocher qui était pourri, c'est un fait, mais je trouve quand même que c'est un rocher qui se prête bien à l'escalade, surtout avec piolet crampon. Puis c'est une particularité du site que tu sais, il doit avoir une centaine de voies, puis la plupart des voies finissent sur des transitions de glaçons qui sont vraiment très beaux. Là. En fait, la glace se forme sur pratiquement chaque voie. Puis, fait qu'au final, une centaine de voies qui finissent sur des transitions de glaçons très précaires, c'est souvent des caractéristiques qui sont recherchées dans les voies d'escalade de glace classiques. Puis là, tu trouves un site où il y en a 100. Fait que, oui, le rocher, il est un peu péteux, mais au final, tu as des transitions de glace qui sont incroyables sur un mur qui est déversant. Sur le bord de la rivière, tu sais, c'est quand même assez spécial. Puis, c'est très plaisant, je dirais. Puis le fait que les voies sont mieux équipées, les voies Ouais, sont c'est- plus grimpées, fait qu'elles sont beaucoup plus clean qu'avant. Mhm. Tu sais, avant ça, les voies étaient très peu grimpées, puis justement, le site il est tombé un petit peu dans l'oubli à partir de 2007. Puis, tu sais, ça n'a pas été long que le site s'est dégradé parce qu'il y avait... Les voies étaient... Ils étaient pas faites, puis, tu sais... Ouais. mais- Ça, on l'a vécu, là, je vais dire, j'ai dit je me corrige, on est plusieurs à travailler sur le terrain, mais tu sais, l'époque qu'il n'a pas eu de festival de 2007 à 2020, ben, il n'y a pas eu beaucoup d'entretien qui a été fait sur le site. Tu sais, il y a peu Ok. de gens qui sont outillés, qui sont prêts à aller mettre du temps pour faire ce travail-là, puis aussi l'argent, là, parce que ne veut pas mettre des bottes puis des plaquettes, tu sais, ça engendre un certain coût. Fait que la première année, puis Damien, corrige-moi si je me trompe, là, mais on a dû remettre environ 200 boats à peu près sur le site pour... En 2020, ça? en 2020 pour 24 voies. Fait que, tu sais, c'est un travail qui était très astronomique. Là. Fait que ce que ça veut dire, c'est que À vos frais? non, le festival, il y a eu des commanditaires Ok. là, qui a aidé parce que, tu sais, on parle de 10-15 pièces la botte. Là. ouais, à peu près une dizaine de piastres. Là. Fait que, tu sais, une affaire comme 2000, un petit peu plus que 2000 là, qu'il y aurait eu à mettre. Là. Mais, puis ça, c'est sur 22 voies. Parce qu'il y a des voies de glace aussi qu'on fait là-dedans. Fait que, tu sais, c'était un immense travail qu'on a fait. Fait que, bref, tu sais, le festival, c'est un rassemblement de grimpeurs, mais c'est aussi... ça vient aussi entretenir un site. Puis là, on l'a vécu, tu sais, dans ces années-là qu'il n'y avait plus de Festiglass. Que sinon, il est un peu laissé à l'abandon parce qu'il y a tellement d'énergie et d'argent à mettre tu sais, pour garder ce site-là. Puis pourtant, c'est unique au monde. Tu sais, c'est exceptionnel, ce site-là. Là. Comme Vincent disait, là, la concentration de voix de mix qu'il y a, aussi rapproché que ça, c'est vraiment un beau site. Là. L'ambiance est extraordinaire. Comme si j'adore ça. Puis, tu sais, justement, on parlait d'ouverture de voies de glace là, en tant que telle, tu sais, qui pouvaient se dégrader dans le temps ou quoi que ce soit. Mais selon vous, c'est quoi la majeure différence entre ouvrir une voie en glace versus ouvrir une voie en roche? Ah, t'as pas besoin de brosser.
Ça, c'est pas pire. Exact. Ça, C'est c'est pas un fou, méchant de ça. bon avantage. Ouais. Ben, ce qui est drôle, c'est que normalement, en glace, la voie change d'une année à l'autre. C'est ça, fait Donc, qu'on dirait qu'ouvrir une. Ouais. Ben, il y a une ouverture en glace qui peut être possible une année, tandis que l'autre est impossible à répéter. Puis en rocher, normalement, c'est une voie qui est là pour rester. Mais là, ce qui est drôle avec Pont-Rouge, c'est que là, tu as une voie de rocher, mais qui est éphémère. Ben, à, parce cause que- à cause que la roche à pète. à cause que le là, rocher non, s'effondre ok. pendant l'été. Fait que là, c'est comme Pont-Rouge. Puis en plus, le fait que le rocher s'effondre, ça crée. Ben, j'ai l'impression que ça crée de nouvelles ouvertures. Des fois, il y a des nouveaux glaçons qui se forment. Des fois, ça fait en sorte que certains glaçons disparaissent. Donc, il y a des voies qui ont été ouvertes qui n'existent plus aujourd'hui à cause de ça. Donc, C'est crazy, ça, pareil, hein, quand tu y penses. Ça veut dire qu'à Ouais. chaque année, dans le fond, le site, il est différent, tu sais, quasiment. Là. Bref, moi, je te laisse continuer, excuse, je t'ai coupé dans ta Ouais, vague, non, ben, pas de problème. Mais au final, c'est un peu. Au final, une ouverture en glace, c'est quelque chose qui est éphémère, qui peut changer. Rocher, c'est là pour rester. Mais Pont-Rouge, on est quand même un peu dans la zone grise, je dirais. là. OK. Ah, ouais. C'est ça, les ouvertures en glace, c'est très. Il y a des années. Ah, toi, en tant que chef Tu ouvreur, vois ben, oui, tu l'as des- pas dit au début tantôt, mais t'es le chef ouvreur, justement. Non, Ah non, c'est là, Carl. C'est Carl, c'est Carl. Ben, j'aime Carl pas et tant Damien. le titre, en fait, là, tu sais, on est tous des bénévoles, là. Fait qu'il y a personne de payé, autant dans le comité organisateur, tout le monde qui travaille sur le terrain, c'est des milliers d'heures, OK? C'est vraiment un travail qui est assez colossal. Fait que Damien et moi, on fait ensemble environ 200 heures sur le terrain, là, à nous deux, tu sais, à part les autres bénévoles qui nous aident, qui viennent faire aussi de l'ouverture de voie. Là. Fait qu'en termes de travail, juste pour équiper les lignes, pour faire la formule enduro, c'est à peu près ça. Là, c'est en 600 heures, 600-700 heures, là, juste de travail en corde pour faire en sorte que les voies soient sécuritaires pour les compétiteurs. On ne veut pas qu'il arrive d'accident. Puis, parenthèse, en lien avec ça, après le Festiglace, c'est le fun d'aller grimper là. Les bottes viennent d'être posées, les voies ont été grimpées. C'est relativement sécuritaire de partir du bas puis de grimper vers le haut. Mais avant ça, je vais me permettre de donner un conseil. Là, c'est pour les gens qui sont peut-être moins familiers aussi avec le site, là, c'est toujours préférable de partir d'en haut, de descendre en rappel, puis d'aller inspecter un petit peu la ligne que tu veux grimper. OK. Parce qu'on a vécu des années de voir des chutes, puis que la botte, elle sort de la roche. Là. C'est pas une roche comme de quartz, que la botte est là pour durer 20 ans. Là. Non, à Pont-Rouge, c'est pas ça. T'sais. Fait que c'est toujours préférable. Là, Ben, Charles, avez-vous des histoires de. Ben, moi, je m'étais. Je m'étais fait vendre, avant de grimper à Pont-Rouge, je Ouais. m'étais fait vendre Pont-Rouge comme le seul site au monde où quand tu arrives à la glace puis tu mets une broche, quand tu mets une vis, t'es là, ouf, enfin, tu sais. OK. Puis là, tu viens de clipper 8 bolts, tu sais, mais la vis, tu la sens plus sécuritaire. Peut-être que c'est Que les exagéré. bottes, dans mais- le fond. OK, que fait que la les glace, bottes. c'est comme plus safe que la roche, dans le fond. Ben, c'est peut-être exagéré un peu, mais c'est Ouais, je un comprends. peu pour donner une image. Puis moi, j'ai entendu quelques histoires de gens qui ont chuté, puis au final, le bloc dans lequel la botte était placée arrache pendant la chute. tu sais. Mhm. Fait que ça peut donner des scénarios, ça peut faire des... Ça peut faire peur un petit Ça peu. peut, ça peut faire passer. C'est un peu... Tu peux pas vraiment te permettre... T'essaies de pas chuter à Pont-Rouge, en Ouais, fait. exact. Ouais. OK. Il y a eu un événement qui aurait pu mal tourner au Festiglas une année. C'est Serge Angelucci qui avait grimpé. C'était à Hivernator, au route 41. En tout cas, connu, cette histoire-là. un pilier de glace. Là. Ouais. Il n'avait pas protégé parce qu'il trouvait ça plus safe de ne pas protéger parce que là, on parle de glace pure, là, parce que des fois, les piliers, tu sais jamais quand ils vont tomber. Fait que t'es mieux, s'ils tombent en dessous de toi, t'es mieux de ne pas avoir mis de vis en dessous de toi. Là. Parce que sinon, dans le fond, la glace, elle tire vers le bas. Ouais, sinon, exact. Là. OK. Fait que, ben, lui, c'est arrivé, autrement dit, il était rendu quasiment sur le top, puis le pilier a carrément cassé en dessous de lui, puis il s'est retrouvé pendu sur ses piolets, puis il a clippé son piolet pour redescendre. Ah, ben c'est drôle parce que la semaine passée, il y a genre 2-3 semaines, on a tourné un podcast avec François Guitivierge. Puis ça, c'était Ouais. un de nos extraits. C'est Ah ouais? exactement cette Ouais. histoire-là. Il disait qu'il avait planté son C'est connu, piolet. comme histoire, ouais. Puis là, il se laissait pendre sur son piolet parce que la glace avait tombé en bas. Puis là, dans le fond, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait comme attaché un rappel sur son piolet. Il a En tout cas, passé la la corde corde sur ou je sa sais pas poignée, quoi sur son genre, piolet ouais. pour se redescendre jusqu'en bas. Mais c'est complètement débile. Là. Ouais. Ouais, puis ça, c'est Quand que tu y penses, il est allé- imagine. Non? C'est OK. qu'elle était dans la boutique de Claude Bérubé. C'est qu'elle a fait tirer des billets pour grimper avec
Serge Angelucci. Puis là, Serge Angelucci arrive là avec personne ne connaissait rien de la Aïe, aïe. Puis là, il leur a montré comment ça se fait. Tu vas m'assurer comme ça, papa. Ah, ils ont eu de l'action, eux Là, il autres? voit le glaçon, il dit un beau glaçon suspendu comme ça, je peux pas laisser ça comme ça. Il a grimpé, puis exactement, c'est comme vous dites, il a passé sa corde. Hein? Parce que quand le glaçon est parti, tous les assureurs qui ne savaient pas comment assurer, Ils sont ont partis. déguerpi, eux autres là. On a entendu ça au son? Ouais, ça entend. C'est sur YouTube, hein, c'est l'explique. Ah ouais? Oui, c'est sur YouTube. Je savais pas. OK. C'est good. Good. À 35 mètres du sol, en plus. Là. À 35 mètres du sol, Ouais, c'est mais assez. lui, c'est un... Il spécialisait... Ouais, je pense qu'il considérait comme il spécialisait pas mal dans le free solo, Serge Angelucci, puis n'importe qui, moi, j'aurais tout lâché, là, j'aurais eu trop peur, mais lui, il était tellement habitué à cet état d'esprit-là, de danger, tu vois, puis d'engagement, que même quand c'est arrivé, il me l'a raconté, l'histoire, il dit « J'ai resté calme, puis c'est ce qui m'a permis de mettre un mousqueton sur mon piolet, qu'il a planté dans la glace avant, tu sais. Puis c'est sur son piolet qu'il a pu descendre en rappel, tu sais. Ah, c'est débile. ouais, Mais justement, ça, c'est une des affaires que je voulais qu'on parle, mais j'ai l'impression aussi que les gens, tu sais, pas ceux qui font beaucoup d'escalade de glace ou des professionnels de la glace, ils ont une pas une définition du risque, mais une façon de voir le risque vraiment différente ou une façon d'apprivoiser le risque différente de d'autres types de grimpeurs. Tu sais, pouvez-vous me parler un petit peu de, tu sais, c'est quoi le mindset genre qu'il faut avoir pour Ben, parce que faut pas tomber. Fait que... Non, mais just go up. C'est drôle, mais c'est la mentalité en cascade de glace, c'est faut pas tomber. Puis là, tu tombes pas. Donc là, après ça, tu te dis, ben si je tombe pas, pourquoi je prends une corde? Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus le free solo présent en glace, c'est que la chute n'est pas permise de toute façon. Donc moi, on voit beaucoup plus de gens qui se permettent de faire des gros trucs sans corde en free solo, en escalade de glace, qui acceptent plus le risque parce que la chute n'est pas permise de toute façon. Et nous, que tu as une corde ou pas, ça change pas. Ben, tu tombes pas avec une corde. Donc au final, c'est un peu c'est ça le débat. Là, si on parle du mix, c'est une autre histoire, mais pure glace, c'est un peu la mentalité que je vois se développer dans le sport un peu plus moderne. Donc, c'est ça, l'engagement est complètement différent. Tu tailles tes propres prises en tant que tel. Donc, c'est pas comme si tu avais des prises qui sont variables, avec des possibilités de chuter à cause de la prise. La prise, tu peux te la créer toi-même. Donc, tant et aussi longtemps que tu la sens pas confortable, tu peux la creuser à ta guise. Donc, c'est crazy. C'est là où c'est un peu... Est-ce que vous avez déjà fait du solo? Est-ce que vous en avez fait? Je pense qu'on a tout fait. Une autre question, s'il vous plaît. Ouais. non, mais en plus, là, je pense que c'est tellement Allons-en, par train de gorger. Des fois, il y a toujours ta limite, puis tu sais, je pense qu'on a tout fait du solo, là, j'ai l'impression. Là. Oui. Mais tu sais, si tu es beaucoup en bas de ta limite, en glace, tu sais, il y a du monde qui vont plus proche de leur limite, du monde moins proche en solo, mais tu sais, en montagne, t'as pas le choix d'en faire si tu veux te rendre, parce que tu te rendras pas. Là, quand, c'est une phase de 1000 mètres à monter. Puis t'as des sections plus faciles, ben, tu t'encore. Faut que tu te lances, là. C'est plus dangereux de ne pas en faire qu'en en faire. T'sais. Wow! Il y a des structures de... il y a, étonnamment aussi, il y a des structures de glace qui sont très attirantes, que tu as envie de les grimper, mais que c'est quasiment plus dangereux si tu mets des vis dedans que si tu n'en mets pas. Fait que, il y a aussi ça qui est très différent. L'histoire de Serge Angelucci, d'ailleurs. Oui, exactement. Puis il y a d'autres vidéos aussi, là, justement, qu'on voit. Là, je pense que c'est dans l'Ouest canadien, il y a un grimpeur qui est sur une espèce de gros pilier, puis ça casse, là, puis il fait une espèce de slay. Il reste comme juste sur le dessus, puis il descend avec. Peu ou pas de blessure, mais... Par chance qu'il n'y avait pas de vis dans ce pilier-là, parce que le pilier l'entraînait, puis les deux grimpeurs seraient décédés. Fait que ça prend les connaissances puis l'aisance, là, c'est sûr, pour faire ça. Mais bref, c'est quand même assez particulier. C'est pas comme en roche que souvent tu veux grimper puis être capable de te protéger. Hey! Si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des Grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode,
sur lavoidesgrimpeurs.ca. Vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. Ouais. J'aime me dire que j'en fais juste quand ça fait du sens, un peu comme Fred. Au final, moi, c'est pas quelque chose qui me manque à ma pratique de me dire que je vais faire du free solo, puis c'est pas quelque chose qui me manque c'est ça, à l'escalade à mon escalade pour moi d'aller repousser ces limites-là. Mais en alpin, comme Fred dit, c'est un peu. Quand le temps est un facteur tellement important avec la météo, des fois qui peut être contraignante, que vraiment sauver chaque minute peut être vraiment plus avantageux que de s'encorder dans du terrain facile, ben des fois, c'est un no-brainer. C'est fou, raide. Ça veut dire qu'il y a des moments aussi que tu te dis, OK, là, si exemple, je prends trop de temps pour faire cette partie-là de la structure ou whatever, c'est quasiment plus... Ben ça, c'est que en alpin. Ouais. Moi, je fais un parallèle avec un peu ma pratique, là, mais en alpin, c'est très coutume de se dire, on fait du solo, exemple. C'est peut-être juste une pente de neige, mettre un cliff de 400 mètres en bas. Là. Fait que dans n'importe quel autre scénario, tu protégerais, mais là, il faut gagner du temps, tu sais. Mm-hmm. Mais de là à dire que moi, je tiens à faire des voies en free solo pour ma pratique, tu sais, aller me dire que je fais telle voie en solo, c'est pas dans mon Et ça, dans tu vas mon pas te métier. craquer de dire je fais ça en solo. Non. C'est juste que ça va arriver dans une situation Ça va arriver, X c'est ça. où c'est que ça fait du sens, en gros guillemets, Ouais, de le faire, exact, mettons. exact. Non, ça fait du sens, ouais, Ouais. exactement, ouais. OK. Ah ouais, parce que vous avez des histoires par rapport à ça, là, Non, de solo. Ben, là? pas nécessairement de solo, mais des histoires... J'en ai de- peut-être une histoire un peu épique, le genre, fuck. tu sais, par rapport à Ouais, ça. j'en C'est ai sûr que vous peut-être avez un peu déjà vécu. aussi, ouais. Ah ouais, mais moi, J'étais- je veux tellement qu'on parle de ces J'étais histoires. avec Jean-François Girard, j'ai grimpé énormément avec Ouais. lui, puis on est en On le Gaspésie. Ouais, salut Jeff. Il est sur la Côte-Nord présentement. On est dans Corbeau, corrigez-moi, à droite de Corneille. C'est ça? Merci. La variante mixte? Ouais, exactement. Fait que moi, je fais la première longueur, mais tu sais, c'est difficile de la protéger, là. C'est des mini-vis qui rentrent mal. La glace est comme délaminée. Puis c'est pas. Mettons qu'il y a des vis en dessous de moi, mais tu veux pas tomber. En partant, on se l'est dit, là, en Ouais. glace ou en mix, on veut pas tomber. Pendant que Jeff m'assure, c'est une roche qui est un peu similaire à Pont-Rouge, là, qui est là-bas. Fait qu'il y a un côté du mur qui se fait chauffer. Pour une raison quelconque, il y a une partie du mur qui est tombée, qui se dirigeait directement sur Jean-François, qui est en train de m'assurer. Pour lui se sauver, de ne pas recevoir la roche sur la tête, il s'est mis comme il s'est vaché sur la corde qui m'assure. Mais moi, je panne sur mes piolets puis mes crampons dans de la glacette qui est pas super. Une chance que j'avais des très, très bons pieds. Puis là, il a fait un pendule, tu sais, en se tenant sur moi qui est en train de grimper pour éviter cette roche-là, OK? Puis, comme les roches de Pont-Rouge, c'est des lames de rasoir, on grimpait avec deux cordes. Il y a une des deux cordes qui s'est faite complètement sectionnée. Ouais, fait que... Puis là, après, c'est quoi le... Ben après, Filière, écoute, tu vas prendre... on veut savoir. tu vas prendre une petite bière, puis t'essaies. Non, mais on a fait. Je pense que j'avais continué parce qu'il reste quand même une corde, puis j'étais allé au relais, puis on a discuté de tout ça après. Mais... On a discuté. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on a parlé de nos émotions, Ben, tu sais. j'imagine. T'as dû en vivre sur un temps. Ouais. Mais ouais, c'est un peu particulier, ça, cet événement-là. Là. Bon, c'est non souhaitable, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. Moi, j'en ai une histoire, c'est un peu à la Serge Angelucci, mais un peu moins intense, je dirais. Là. Parce que moi, je me suis pas retrouvé pendu à un piolet, mais quand même pas loin. Je faisais une cascade en Italie qui s'appelle, juste le nom, là, s'appelle Hard Ice. Hard Ice Direct. Puis c'est une cascade qui est qui se forme presque jamais, en fait. Là. Puis moi, quand je me trouvais en Europe à ce moment-là, elle était formée. Puis tu peux pas vraiment tricher, là, c'est un pilier de 30 mètres. Puis un peu comme Carl disait, c'est des genres de structures qui sont tellement instables, tellement fragiles que de mettre des vis dedans, ça servirait à rien. Si c'est pour chuter, ben, tu risques de briser la structure. Mm-hmm. Fait que c'est un solo qui fait pas nécessairement de sens, mais c'est un solo qui est obligatoire. Au final, tu es obligé de faire un run-out sur 30 mètres. Puis c'est moi qui l'ai fait en tête. Ça s'est super bien passé. J'ai réussi à
à faire la longueur sans trop de difficulté. On rentre à la maison puis tout. Puis 2 heures plus tard, il y a des Italiens qui nous écrivent « Hey, c'était vous sur Hard Ice Direct? » Puis là, ils nous envoient des photos, puis tout. On dit « Ah ouais, c'était nous autres. » Puis là, tout de suite après, ils nous envoient une autre photo, puis il n'est plus là. Tout a tombé. Fait que ça, c'était voyons c'était donc, 2 heures. C'était 2 heures après. On venait juste de rentrer à la maison, on reçoit le texto. Donc là, on a un peu... Ben bref, la glace, des tellement... émotions aussi, hein, ouais. Moi, je suis pas un expert en tu sais, la structure et tout, c'est comme, ça tient, c'est fort, c'est solide, le son sonne bien, il n'y a pas de fracture, qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais des fois, ça en décide autrement. Puis dans ce cas-là, on était assez chanceux. Là. Mais c'est fou parce que, mettons, 2 heures plus tôt. 2 heures plus tôt, moi, j'étais dedans, Ouais. à 30 mètres en ordre, pas de broche, toute la cordée, elle y passait. Là. Ça finissait Ouais. là. Mm. C'est fou, ça. Puis, tu sais, ça, c'est un risque, dans le fond, quand tu décides. Puis là, je dis pas que faire de l'escalade de glace. Non, ça C'était s'applique pas, surtout à ces c'est structures-là, ça, les c'est tubes, les daggers, les trucs qui sont suspendus, les structures qui sont pas connectées au rocher, ça peut être assez aléatoire. Tu sais, on essaie de contrôler ça le plus qu'on peut avec la température. Tu sais, on a toutes nos propres théories, si on veut un peu, mais je pense pas qu'il y a de loi absolue à quand ça va tomber exactement. Mais... Ouais. C'est pas comme, mettons, quand tu vas faire du snow dans des. Ouais, dans c'est du pas backcountry aussi, c'est ou vrai, quoi c'est que pas ce soit, tu sais, tu aussi, peux faire c'est pas des aussi tests. précis que la neige, tu sais, Ouais. on contrôle moins ça, tu sais. Il y a des grandes lignes au final, là, quand il y a des gros changements de température, on s'entend, c'est des trucs qui sont à éviter. Mais des fois, juste quand la structure prend du poids, à un certain moment, c'est comme un peu une bombe à retardement, elle va Ouais. tomber, on ne sait pas quand, mais il y a pas... c'est dur d'être précis C'est à fou, la ça. journée près. là. C'est quoi le mindset qu'il faut avoir par rapport à ça? Tu sais, je veux dire, tu sais, les trois, vous avez déjà fait des affaires probablement autant. Mhm. Vous avez probablement Ouais. eu des histoires comme ça. Tu sais, est-ce que vous avez une genre de part d'acceptation du risque qui est comme, OK, je sais que ça peut arriver? Tu sais, c'est comment que vous vivez émotionnellement par rapport à cette prise de risque-là? Ça dépend. Tu sais, quand je parlais d'enfants, justement, tu sais. Moi, j'en avais pas à ce moment-là. Ouais. Tu sais, là, c'était ça avec. Ouais, c'était avec toi, justement, à Pomme avant-hier. Il y avait un beau pilier. Ah ouais, ah ouais. Tu sais, ou à Pont-Rouge, il y en avait un aussi. Tu sais, je veux dire, si. Présentement, moi, dans mon mindset, si je fais pas de pilier pour le fun, si, mettons, ça me permet de rejoindre une voie de 300 mètres, puis tu sais, bon, t'as un bout à faire plus risqué, c'est correct. Mais tu sais, en tout cas, présentement, je cours pas avec ça, mais tu sais, ça peut avoir son charme quand même. Puis avant d'avoir des Mais enfants, tu est-ce sais- que ton mindset était quand même différent par rapport à ça? Oui. Ouais. Je pense que ça dépend de chaque personne aussi. Tu sais. Puis Oui, encore exact, là, je veux c'est dire, ça. Ouais. s'il faut que je le fasse, je vais le faire. Tu sais. Ouais. Mais pas, je le ferai pas pour non, si c'est ça ça. rejoint les arbres en haut, puis j'ai juste 20 mètres à faire, je le ferai pas. Là, tu sais. C'est une Mais, expérience qui se développe aussi au fil Ouais. du temps. Là. Tu sais, moi, je suis un petit peu comme Fred là-dessus, Ouais. mais plus tu en fais, plus tu as de connaissances par rapport à la solidité de différents types de structures, plus tu vas être à l'aise, puis tu es moins dans on va faire roche-papier-ciseaux si ça tient ou si ça lâche. Là, tu es moins dans ce gambling-là, tu es plus dans OK, avec l'expérience que j'ai pas mal sûr. Pas mal, parce que ça reste de la glace, là, Ouais. mais tu sais que ça va être solide puis que ça va tenir. Ou au contraire, il y a eu des grosses variations de température. Ça vient vraiment changer la dynamique de la glace. Là. Tu sais, il y a beaucoup plus de stress au niveau de la glace que là, tu fais OK, non, ça fait pas de sens. Tu sais. Puis en étant à Pont-Rouge, Damien également, on en voit tomber souvent des affaires. OK. Puis l'année passée, ouais, c'est ça. Ouais. Passer proche de recevoir un sur la J'ai tête. fait une brassée de lavage le soir, là, tu sais. Ouais. C'est quoi qui. Non, mais je peux compter l'histoire, mais tu sais, c'est ça, c'est que les daggers, à un moment donné, tu sais, sont trop lourds, ou il y a eu un gros froid, puis ils se fragilisent, puis ils finissent par tomber. Il y en a qu'on le sait, qui vont tomber, tu sais. Juste ce matin, il y en avait une formation que je suis allé porter de l'équipement, puis je la regarde, je dis « OK, elle, il faut absolument que je la fasse tomber avant qu'on équipe cette voie-là, parce que c'est super dangereux. Fait que là, on est avec la motoneige. Ça, tu l'as vu avec l'expérience, en fait, là, Ouais. que Ouais, ça, Ok. là, moi, dans ma tête, là, parce que je te conterai après l'autre histoire si ça vous intéresse. Mais, ça m'intéresse. fait que, tu sais, moi, ce matin, je fais ça, je vais reporter, je vais chercher, en fait, Damien en haut, je reviens. Il est plus là. Il a tombé, tout seul.
Non, pas Damien. Ça arrive, là, mais non, Damien, il est solide, Damien. Il est fait fort. Il est fait j'espère. fort. Ouais, fait qu'il avait tombé. Puis, tu sais, autre anecdote, là, l'année passée, en fait, là, entre Souvenirs d'enfance puis Super Cristal, il y en avait un immense pilier qui s'était formé comme à l'arrière. Puis j'avais pas porté attention parce qu'il était comme un peu caché. Il était un petit peu en retrait, tu sais. Puis là, je passe en avant de ça. Il y a un petit trou au sol, puis je me dis, je vais prendre un bloc de glace, puis je vais le mettre dans le trou pour éviter que les grimpeurs se mettent les pieds dans l'eau. Tu sais. Fait que moi, je suis penché. J'entends, c'est un coup de fusil là, quand ça casse. Là. Ça peut être très, très fort comme son. J'ai eu le temps de me lever les yeux, de voir, je veux pas trop exagérer, là, mais un camion, là, un petit peu allongé, le poids d'un camion allongé qui se dirige direct en avant de moi. J'ai eu le temps de fermer les yeux. Parce que ça se passe super rapidement. Dans ta tête, ça va pas si vite, mais en vrai, ça va très vite. J'ai disparu dans un nuage d'éclats de glace puis de neige tout mélangé. Puis là, Damien puis Caroline, ils étaient là. Puis, ouais. Fait que, non, j'ai été super chanceux, mais... c'est ça. Bref, ces structures-là, normalement, on est capable un peu. Tu sais, comme un matin, là, je dis, OK, ça va tomber. Je reviens, il est tombé, mais ça, là, je l'avais pas vu. Puis, bref. Puis après qu'une affaire comme ça t'arrive, parce que je me dis, des fois, il y a du monde qui font juste se blesser ou quoi que ce soit. Puis, mettons, moi, je me suis fait mal. On va dire, mettons, moi, il y a 6 mois, je me suis fait mal à la cheville. Puis, tu sais, là, j'ai de la misère. Ben, pas j'ai de la misère, mais je retourne faire de l'escalade. Puis là, j'ai comme peur de tomber sur ma cheville. Mais tu sais, ça, on s'entend, c'est pas un gros traumatisme. Là. Je veux dire, là, toi, l'expérience que tu as vécue, c'est une expérience aussi que tu aurais quasiment pu y passer. Mais comment tu fais pour te remettre d'une expérience comme ça, puis après ça, recommencer à faire ton sport? Y a-tu des étapes pour réapprendre à... Ouais, c'est une bonne question. Ben, mon travail m'aide peut-être là, par rapport à ça, mais non, tu sais, je veux dire, c'est une leçon. Autant qu'on circule dans la rue, qu'il peut arriver un accident, qu'il y a une auto. Moi, je le vois. Puis, tu sais, si j'étais dans mes premières années, probablement que j'aurais pas le même discours. Je te dirais, OK, moi, là, time out, là, c'est super dangereux, je fais pas ça, c'est une affaire de fou. Mais au fil du temps, souvent, on est capable de le prédire. Ça, c'est en anglais, là, c'est une bad luck parce que je l'avais pas vu, ce dagger-là. Il était comme caché un peu en arrière. Puis, c'est un facteur de circonstance, là, mais... Des règles un peu, comment de se promener au pied de ces parois-là qui sont à l'envers, tout ça, avec des daggers, y a-t-il une genre de règle? Ouais, en fait, c'est une super de bonne question. Je vais juste répéter la question au cas où pour le son. Là. Ouais. Mais y a-t-il des règles pour ce genre de situations comme ça pour pouvoir prévenir des accidents ou quoi que ce soit, justement, quand on est en dessous des daggers, quoi que ce Tu soit. vas pas en dessous. Ouais, c'est ça. En fait, Tu longes la roche. Tu vas pas en dessous, tu mets ton casque. C'est vrai. Jamais en dessous. Là, tu peux les grimper, mais mets-toi pas en dessous. T'sais. Puis même quand tu assures, tu restes loin de ton... Des fois, en rocher, quand tu grimpes, puis tu assures quelqu'un qui fait du lead, ben, tu essaies de te mettre le plus proche possible de sa ligne de grimpe. Puis c'est naturel pour que la chute soit moins grande pour lui. Mais à Pont-Rouge, c'est fréquent que l'assureur se trouve à 5 mètres de la ligne de grimpe pour laisser l'espace nécessaire pour que si jamais il y a une chute de roche ou une chute de glace, que lui il soit protégé. Fait que là, ça, c'est quand on assure, mais juste quand on se déplace, ben, c'est logiquement loin des glaçons. Là. OK. Puis même, idéalement, quand on peut, tu sais, pas entre la roche puis le glaçon, s'il tombe, il peut aller t'écraser entre la surface, le mur puis le glaçon. Fait que, mais ouais, faut toujours rester vigilant. C'est un super beau site, mais il faut rester vigilant. Ben oui, puis, exact. c'est ça. C'est ça, les piliers, c'est très traite. C'est ça, là, on parle de piliers. Si on parle de roches, comme de glace comme au Montmorency, c'est très solide, à moins que ça soit délaminé. Là, des fois que le soleil chauffe la roche en dessous. Là, quand c'est, mais tu sais, sinon, la glace, ça tient quand même bien. Là, normalement, c'est ça. Quand c'est collé sur la roche, c'est collé sur la roche. Okay. Un pilier, c'est un pilier. Puis, mettons, là, on parle d'histoire depuis tantôt assez comme incroyable, là, mais si quelqu'un nous écoute en ce moment et qui veut commencer l'escalade de glace, c'est quoi les premières étapes? C'est sûr, ça donne le goût. Là. Moi, c'est une des questions que je voulais poser. Il y a un spot d'initiation à Pont-Rouge, non? Oui. Cascade débutant. À droite, en arrivant. Non, mais c'est clairement, ne pas tenter de grimper un pilier pour sa première sortie. Là. Mais
Écoute, première étape. Ben, moi, je suis un peu pas de la vieille école. Là. J'ai jamais suivi de cours d'escalade. Puis il y a eu des passés proches au bout. Tu sais, ça serait. J'aurais un conseil, c'est tu prends un cours. Tu prends un cours, puis après ça, c'est pour la sécurité, là, c'est vraiment mieux qu'apprendre sur le tas avec quelqu'un qui ne connaît pas trop ça non plus à côté de toi. Là, puis... J'imagine. c'est ça. Si jamais tu prends pas de cours, c'est... Mettons que... Quelqu'un qui connaît ça. Là, mettons qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en rocher, qui veut pas prendre de cours. Je pense que l'important, c'est de commencer sur des cascades dans lesquelles c'est possible de rappeler du bas puis de faire un top rope, une moulinette, sur une cascade qui est peu difficile. Ouais. Parce que c'est ça. Commencer à grimper en tête en escalade de glace, ça prend un plus grand niveau en moulinette que ça prend en rocher, je dirais. Quelqu'un qui peut commencer à faire du premier de cordée en rocher a besoin de moins d'expérience qu'en glace. Ouais. Donc, parce que tu veux pas tomber, dans le fond, en parce glace. que tu peux pas tomber. Non, Puis, surtout- si mettre les vis, c'est dur aussi. Tu sais, Exact. c'est pas juste skipper. Il faut vraiment... La partie la plus difficile de grimper en glace, pour moi, c'est de mettre une protection. Tu sais. Parce que c'est comme un peu un mouvement contre-intuitif. Tu te tiens sur un piolet vers la paroi, puis de l'autre main, tu te pousses de la paroi. Donc, au final, c'est un peu comme si tu essaies de Faut que tu faire enchaînes par tomber, tabarnak, si au final, faut tu sais. que- ouais. Donc là, d'essayer de faire ça, au final, ça prend beaucoup d'expérience en moulinette, d'être bien sur les piolets pour commencer à penser au premier de cordée. Tu sais. Mais c'est ça, c'est de commencer avec du moulinette, là, c'est clair. Là. Cool. Puis ce qui est plate en glace, là, c'est que les voies que tu veux moins tomber... Ben non, je devrais pas dire ça, mais quand tu commences au disons-le. début à leader, tu vas leader des parois qui sont moins verticales. C'est les pires parois pour tomber. Tu sais, quand tu te mets à faire des affaires plus difficiles, ben là, tu vas faire des 30 mètres full vertical que, oui, c'est plus difficile à protéger, mais tu chutes plus dans le vide, tu sais. Fait que c'est moins pire. C'est ça. moins pire, là. Des fois, ça protège mal, par exemple. Ça protège C'est moins moins bien pire quand avec c'est des plus gros vertical, guillemets, mais là, tu sais, mais rendu là, tu as plus d'expérience, tu es plus capable de protéger, tu sais. Les vis Mais tiennent, right? Quand tu sais, je veux dire, une c'est bonne vis, supposé. ça tient. Là. Ouais, supposé. une bonne vis, Normalement. là. Ouais. C'est que tu sais pas, tu sais. C'est que le coinceur, tu le vois. Tu le vois, le rocher, tu es capable de voir si c'est... Mais la vis, tu la rentres dans de la glace, tu vois la surface, mais tu vois pas nécessairement en profondeur, puis tu Ok. vois pas s'il y a des bulles d'air, si la glace est de bonne qualité derrière, donc c'est toujours un peu... Au final, tu le sens un peu au son, tu le sais avec la neige qui va sortir de la vis, mais tu préfères ne pas essayer, disons. Exact, Tu c'est ça. préfères ne pas Mais tomber c'est dessus. solide, là. tu sais. Mais oui, c'est plus super solide. c'est même- Ouais, ça peut être même Vis plus bien solide. placé, là. Mm. Mais Ok. c'est ça. C'est Avez-vous ça. déjà fait des chutes souvent, vous autres, en glace, ou pas tant? Moi, j'en ai fait une, là, Moi, j'en ai fait une semaine. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, à Pont-Rouge. Je vais toucher à du bois. Ça a moi. tenu. T'as Jamais. t'as jamais fait de chute? Non. Tu veux pas, tu sais, comme Vincent a dit, c'est comme, tu veux pas tomber. Fait que souvent, tu essayes, en glace, je vais parler plus pour la glace, mais de jamais attendre que tes mains vont ouvrir. Tu n'as plus l'énergie pour aller placer une vis ou à la limite te baquer sur un piolet, tu sais, te mettre un mousqueton. Là, tu veux pas te rendre jusque-là. Fait qu'avant ça, idéalement, comme respire, mets une vis ou fais quelque chose parce que tu veux pas tomber. Mhm. Ça peut arriver, là, tu sais, Ouais. mais ouais, non, je touche à du bois. Mais parle-moi donc de ton expérience de chute. Ah, c'était pas une grosse chute. Ok. Là. Non. Non, puis tu sais, c'était en sortant d'une voie de Pont-Rouge, là. Fait que tu sais, j'avais une vis d'un dagger à Ok. côté, mais tu sais, j'avais un pied sur un OK. dagger, justement, qui avait beaucoup d'eau qui coulait à flot dedans, puis j'ai juste accroché le pilier avec la tête de mon piolet en faisant l'autre côté, puis Ok. puis il a tombé. OK. Il était vraiment sur le bord de tomber, en fait, là. Ah ouais. C'était pas une grosse chute. Vous avez jamais vécu dans de Mais de vraies chutes, euh, là, ben pas personnellement, mais il y en a sûrement qui en ont vécu ici. Là. Ouais. Sur une vis. Ouais. Ouais, une, mais elle était petite. Là. C'est chill, c'est correct. C'était très chill. C'était très chill. Ouais. Mm. J'avoue, ça m'est arrivé. J'ai Une fois avec le volume que je grimpe, c'est quand même. Puis bref, mais c'est elle- fou, tu sais, je veux dire, vous êtes trois grimpeurs, tu sais, quand même C'est chevronné pas en glace, puis je veux dire, vous avez jamais pris de, tu sais, de, J'en tu sais, ai de fait. vraies ben, j'ai grosses tombé chutes, des. C'est pas vrai, Ouais. j'en ai fait une. Ah ouais?
Finalement. Tu l'avais Tu l'avoues, occulté, là. genre, dans ton Je pense esprit. qu'il y a un témoin qui est assis juste Ouais. là en plus. C'est une, On c'est une grimpe histoire. à percer. À percer. Ouais, c'est pas vrai. Je Pour les gens qui nous écoutent, c'est Nelson Rioux. J'étais en fin de. Inconnu. Je sors d'une des lignes qui se protège pas tant bien. Ouais, c'est ça, exactement. Puis à ce moment-là, on grimpe avec des. Comment on dit ça en français? Des leeches, là. Pas des leeches, excuse, c'est une espèce d'élastique, là, qui a une bande de tissu, un petit mousqueton, juste pour si tu accroches ton piolet, parce qu'on n'a rien qui tient à notre poignet. Tu sais, que si tu l'accroches, qu'il tombe pas en bas, parce qu'en bas, là, c'est la mer. Fait que tu perds ton piolet, fait qu'on souhaite pas ça. Fait que j'ai cette espèce de cordon rétractable-là qui retient mes piolets. Comment? Une dragonne. Non, ouais, mais c'est pas une dragonne. dragonne. Non, La une dragonne, dragonne, c'est au pas poignet. autour du poignet. C'est le Ça cordon. serait une longe, une ombilical. Cordon ombilical, là. C'est une espèce de petit truc. Le cordon ombilical. Ouais, en tout cas, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça a une résistance qui est quand même très limitée. Puis tu peux me voir, je suis pas si C'est petit 2 que ça. kN, je pense. J'ai chuté, puis c'est ça qui m'a retenu avec mon piolet qui est resté ouais, bien planté. Là, puis, Ça tient 200 livres. Ah, je suis correct. C'est limite, mais bon. Ça dépend du moment de l'année. Ah non, c'est vrai, Exact, c'est ouais. vrai. Fait que moi, c'était pas une grosse chute, en fait. Là, tu sais, j'ai descendu une coupe de pied, mais Ah, c'est hot. ouais, c'est ça qui m'a retenu. En glace, j'ai eu une chute, mais j'ai un nombre. Finalement, dans le fond, tout le monde a eu des Non, chutes. j'ai une chute en glace. En glace, c'est une fois, mais tu sais, en mixte, puis j'ai un nombre incalculable de chutes, là. Ça arrive souvent. Mais j'en ai déjà brisé, moi, par contre. Ah ouais? J'ai déjà chuté dans un piolet, puis j'ai sauté ma leash, puis j'ai perdu mon piolet. Donc, Aïe, aïe. ouais. Mais t'étais correct. Moi, j'étais correct. Bon. Puis j'ai retrouvé le piolet, donc... Let's go. Ah, ben, guys, hey, ça passe vite. Ça fait quasiment déjà 1 heure qu'on parle au niveau du podcast. On voulait finir le podcast avec des questions. S'il y en a, justement, dans les personnes qui sont dans le crowd, qui veulent les poser à nos chers amis. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser leurs questions. Mais si oui, c'est live. Yeah, Antoine. Ben, tu peux venir, en fait. Parce que... Ah, ben laissez faire, j'en ai plus de questions. Non, ben, en fait, pose-la, puis je vais la répéter. Ben, je me demandais c'est quoi la relation d'escalade de glace avec les plaquettes. Tu sais, comme l'escalade traditionnelle de roche peut avoir. C'est la réputation des boats avec l'escalade traditionnelle. Ouais, c'est bon. L'escalade de glace puis les boats, c'est quoi, genre, la relation? Ben, un peu comme en rocher, au Attends, final. peux-tu répéter Ah la ouais, question vite la vite? question, c'est quoi la relation avec l'escalade de glace puis les plaquettes, les boats, la pose de boat dans des voies? Ça ressemble à ça? Ouais. Ben, mettre des boats dans une cascade de glace, ça a toujours été un peu questionné parce qu'on ne vient pas à savoir si la glace va toujours être présente une année ou une autre. Tu sais, une année, on peut se dire il n'y a pas de glace, on met une boat. Mais une année prochaine, la glace se rend, puis là, on se rend compte, la boat ne sert à rien, on peut protéger avec la glace. Donc, un peu vraiment, avant d'équiper une voie avec des boats, il faut être certain qu'il n'y ait pas possibilité de protéger avec une vis une année prochaine avec la glace qui est maintenant accessible. Mais sinon, dans une voie qui est enrochée, pure, avec piolet crampon, ça va être la même éthique qu'en été. Si on n'est pas capable de protéger avec l'équipement traditionnel, avec les coinceurs, avec les pitons, avec les câblés, ben on peut mettre une boat. Là. C'est un peu comme ça que moi je le vois. Là. D'habitude, c'est très rare quand il y a de la glace qu'on met une boat. Il faut vraiment que ça soit... Je parlais peut-être plus en mix. Là. Ouais, en mix, En mix, c'est comme en roche. En mix, c'est comme en rocher. Ouais. Si tu peux pas protéger en protection naturelle, ben tu peux te permettre d'installer une boat pour ton ouverture. Ouais. On a rien. On va mettre un épisode de 2h30. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? J'en ai une. Oui, mon ami Zachary. On sait qu'aux Olympiques, mettons, il y a une compétition de rapidité, bloc, voie. Mais bon, souvent, moi, j'ai pas vu d'Olympiques sur glace, compétition sur glace. C'est-tu des compétitions qui existent, qu'on est juste
ignorant là-dessus ou. Ton souvenir est Pour, bon. Il y a mettons, pas pour de- répéter Ouais. la question vite, là, est-ce qu'il y a peut-être dans les médias pas traditionnels, là, mais je veux dire aux Olympiques ou dans des grosses compétitions, est-ce que justement il y a ça de l'escalade de glace? Il y a des grosses compétitions internationales d'escalade de glace, entre guillemets, mais c'est ils vont nommer ça, je pense, de l'escalade de glace, mais en vrai, ça va se trouver être de l'escalade, un style très unique qui s'appelle le dry tooling, qui se trouve à être l'usage de piolets crampons, mais sur des prises qui vont être forgées en métal ou des prises... des fois, il va y avoir quelques sections de glace, mais c'est littéralement une paroi d'escalade en plywood, comme on trouve dans des gyms. Et puis, les styles de compétition, c'est un style très moderne qui se retrouve que très rarement en montagne ou sur des parois naturelles, donc avec des mouvements très dynamiques, des fois même des dynos, avec piolets crampons. Donc, il y a ça qui existe en Coupe du Monde. Puis c'est ça, c'est très unique. C'est un style qui est complètement différent de Pont-Rouge, par exemple, de la compétition qu'on a ici là, à Québec. Puis je sais pas si ça va être aux Olympiques, mais bref, on le voit pas, du tout. Non, on le voit un peu au Canada, au Québec, on le voit très peu. Mais d'ailleurs, il y a une Coupe du Monde à Edmonton dans 2 semaines, justement de dry tooling. Puis en Europe, il y a des équipes nationales. Chaque pays a leur équipe nationale. Puis il y a un circuit qui existe, des Coupes du Monde, des championnats du monde. Oui, au Canada aussi, il y a une équipe nationale. Aux États-Unis aussi. C'est ça. C'est surtout, la scène est très présente en Europe depuis plusieurs années. Au Canada, en Amérique du Nord en général, je pense que c'est nouveau, mais il y a un engouement pour cette discipline-là là, qui se développe. Là. Nelson, je pense que tu avais une question. Est-ce que ça serait pour ouvrir peut-être un petit volet, je ne sais pas combien de temps tu es prêt à accorder de plus. On se lance. C'est que je pense que ton crowd habituel est beaucoup d'escalade de rocher. Oui. Puis la nouvelle dynamique d'escalade de glace et du festiglace, mais aussi, elle amène, je ne sais pas comment le dire, le Québec en général, l'été pour le rocher, pour les auditeurs, c'est une belle destination avec du rocher exceptionnel pour notre communauté du Québec. C'est rare que tu vas voir des grimpeurs de renom venir au Québec pour grimper de nos lignes, à part peut-être la Zébrée, des grosses lignes d'envergure dans des grosses côtes. L'hiver, le Québec devient une destination internationale de haut niveau. Le Festiglace a une grosse incidence sur l'attraction des grimpeurs internationaux qui viennent profiter dans le pic de la saison. Fait que tout ça fait en sorte que le mois de février a une effervescence au Québec hors du commun pour notre beau médium de la glace qui est World Class. C'est un point que je voulais apporter, ça. Locuteurs que tu as là, tu avais un sujet. Ouais, c'est un point que je voulais apporter, en fait. Là, Tu Répéter, ouais. Je vais te laisser peut-être répéter ce qu'il a dit. Non, ben je laisse y aller. OK. En fait, c'est bon. Non, mais En fait, j'essaie un petit peu de résumer ce que Nelson disait, c'est que l'été, on a j'ai compris ce que tu voulais dire, on a des sites d'escalade qui sont exceptionnels, mais qui apportent peut-être pas nécessairement des gens au niveau de l'international. Par contre, l'hiver, effectivement, on voit beaucoup de grimpeurs de partout dans le monde. Puis le Festiglace, c'est une des choses qui est exceptionnelle avec ce festival-là, c'est que ça l'amène des gens qui viennent faire la compétition, mais ils viennent avant ou ils restent après pour grimper des voies qu'on a ici au Québec qui sont magnifiques. Fait que, tu sais, ce festival-là, mis à part le volet de la compétition qui est unique au monde, là, à ma connaissance, là, corrigez-moi si je me trompe. Il y a plein de monde qui viennent de l'Europe d'un peu partout. La formule Festiglace, enduro, ouais, c'est ça. La formule enduro qu'on a, là, c'est unique. Puis je pense que c'est quand même très apprécié là, des grimpeurs par rapport à ça. Mais tu sais, l'engouement qu'il y a au Québec pendant cette période-là, c'est assez exceptionnel. Puis à ma connaissance, les années qu'il y a eu moins, il n'y avait pas de festival, il y avait peut-être des gens, en fait, il y en avait des gens de l'extérieur qui venaient ici, mais peut-être un petit peu moins que ce qu'on vit là, beaucoup moins. Depuis les 5 vraiment, dernières années. Ouais, ça amène vraiment là, des grimpeurs de partout. Puis, c'est le Puis- fun. Une chose qu'il y a avec ça, puis Yasmina, ça va peut-être m'aider. C'est que même présentement, au Québec, il y a l'équipe Oui, à partir d'aujourd'hui, il y a l'équipe nationale d'alpinisme féminin. l'équipe nationale d'alpinisme féminin qui sont ici au Québec. Pour un stage de glace. De quel pays? De La France. la France. France. La zone assez rare.
Jamais on aurait pensé ça. Donc, il y a 10 ans, là. pour répéter, c'est dans le fond l'équipe d'alpinistes de. Français est ici. Ok, l'équipe d'alpinistes féminins Ils font-tu le français festiglace? sont ici présentement pour. Ok. Ah, en escalade de glace. Ouais. Ouais. Fait que, Québec, c'est une plaque tournante. Ben oui, exact. Puis, tu sais, on en parlait un petit peu aussi. J'ai eu un podcast avec Jeff Mercier, justement, ça fait quasiment 1 an. Puis lui, il me disait qu'en Europe, la saison de glace était vraiment plus courte que, Ah ouais, exemple, au Québec. Puis au Québec, tu sais, je veux dire, ça dure 3-4 mois quasiment, là, alors que. En tout cas, même plus. Alors qu'en Europe, tu sais, je veux dire, ça. En tout cas, moi, je suis jamais allé faire de l'escalade de glace en Europe. Il fait là, mais chaud je veux en dire, Europe. Ouais. Il fait chaud en C'est pas Europe. pareil, là. C'est pas partout maintenant que t'as de la glace. Des endroits où c'était de la glace avant, c'est du mix. Et c'est pour ça que le dry tooling est de plus en plus populaire. Parce que ça reste un sport en fait dans le futur pour l'Europe actuellement. Maintenant, avoir un petit air glaciaire, c'est clair que les jeux sont pas mal rivés sur le Canada. C'était beaucoup l'Ouest canadien, mais tu sais, l'Ouest canadien, c'est des longs. C'est quand même assez loin, c'est avalancheux, c'est un terrain haut de montagne. Je dis pas qu'il n'y a pas de risque d'avalanche au Québec, c'est ce que je veux dire, mais n'empêche que c'est quand même. C'est plus facile en termes d'accessibilité pour ça. Fait que très accessible, c'est ça. La bière, oui. La bière est meilleure aussi qu'on dit en arrière. Tu sais, c'est le fun aussi, tu sais, quand tu participes ou tu es relié de près ou de loin le Festiglas, mais tu sais, le fait qu'il y ait plein de monde d'ailleurs qui arrive, puis tu sais, Ben oui. souvent, c'est tout du monde super sympathique, puis on a toute la même passion, puis tu sais, pour moi, à tous les années, c'est comme quasiment si je ferais un voyage, mais en restant à Québec. Tu sais, Exact, c'est ça. Ouais, tu rencontres du monde de partout sur la planète. Là, ouais. Puis il y a aussi la particularité, je pense que quand je parlais du sport du dry tooling qui est très spécifique, qui est très particulier, qui s'adresse à une clientèle de grimpeurs vraiment très spécifique, moi j'ai l'impression que le Festiglas s'adresse plus à des grimpeurs qui ont un style d'escalade classique ou qui sont des alpinistes. Puis ce qui fait une grosse différence avec l'engouement justement qu'on a au Québec, si c'était une compétition qui était purement basée sur des structures, des trucs comme ça, si on avait ça au Québec, ben il n'y en aurait pas nécessairement d'engouement pour la glace ou des ouvertures, mais puisque justement le Festiglas apporte des grimpeurs plus qui sont basés en alpinisme de par le style de Pont-Rouge, de par vraiment les prises de rochers un peu pourries avec les glaçons suspendus et tout, chose qu'on ne retrouve pas en compétition, ben, ces grimpeurs-là restent avant, après pour pratiquer leur sport plus que juste la compétition, tu vois. Ouais. C'est fou, ça. J'aime ça. Avez-vous une autre question? Ouais, j'ai une question. Oui. Ben, justement, il y a 2 secondes, on parlait d'une équipe féminine. Puis là, vous êtes 3 gars à faire le podcast. Je me demandais si c'est représentatif de la crowd genrée en escalade de glace. Puis si oui, ben pourquoi? Ben non, ben il y a quand même beaucoup de compétitions, de compétitionneuses. Ouais. Compétitionneuses? C'est ça. Dans le fond, pour répéter la question, Ouais. c'est dans le fond, pour répéter la question, c'est homme-femme en escalade, en gros. Là. Il y a une moins grande concentration de femmes. Oui. Ça, c'est indéniable. Mais pour donner un exemple, je pense que dans le top 5 l'an dernier, ou dans le top 4 même, il y avait 2 femmes. Donc, il y a 5. Dans le top 5, Sarah puis Caro étaient Caro, dans le top. ouais. Caro, c'est sûr. Caro, c'est sûr. Sarah, Sarah était, aussi, il me Sarah semble, aussi, je crois. était, En tout cas, ça pour dire qu'au final, Ah oui, Sarah. tu sais, il y a une moins grande concentration, mais c'est pas nécessairement représentatif du niveau chez les femmes par rapport aux hommes. Tu sais, les femmes, ils performent très, très bien. Non seulement à la compétition du Festiglas, en compétition de dry tooling, mais même en alpinisme, là, on voit des ouvertures ces temps-ci qui se font par des équipes 100% féminines qui sont vraiment remarquables. Là. Donc, mais on en entend moins parler. C'est juste une question de concentration. C'est pas une question de niveau ou de force. Là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Guillaume. Yes. C'est ça, tantôt, je t'ai entendu dire que tu avais eu d'innombrables chutes en escalade sur roche, mais sur glace, seulement une. Fait que je me demandais, en fait, qu'est-ce qui fait qu'en roche, il y a beaucoup plus de chutes, alors qu'a priori, je vous entends parler, puis la glace, c'est apparemment beaucoup plus dangereux ou plus difficile même. Pour répéter la question, en fait, c'est pourquoi est-ce que j'ai eu qu'une seule chute en glace, mais d'innombrables chutes en rocher et en mixte. Puis au final, la glace, premièrement, c'est beaucoup moins
je choisis mes mots. Tu sais, la glace, c'est vertical. C'est jamais déversant. Tu sais. Fait que le plus difficile, avec la gravité, l'eau tombe, ça va être vertical. OK? Fait que, au final, le plus dur que tu peux avoir en glace, c'est du vertical avec des structures et tout. Tandis qu'en mix, souvent, là où je tombe, c'est vraiment des toits ou c'est des sections qui sont plus dures. Donc, en rocher, c'est plus commun de voir une chute qui est causée à cause que tu peux plus tenir le piolet. Tandis qu'en glace, quand c'est vertical, la chute est moins possible à cause de justement ce facteur-là, qu'il n'y aurait pas de devers nécessairement en toi ou des trucs comme ça. Puis en mix, c'est simplement parce qu'il y a la protection aussi qui est plus... tu as plus souvent à te faire des bottes, des fois, sur lesquelles tu peux chuter, que c'est en quelque sorte permis. Tu vois les coinceurs mécaniques aussi, tout comme l'été, sur lesquels tu peux tomber avec un peu plus de sécurité, un peu plus de confiance. Tandis que sur la glace, il y a toujours c'est surtout en glace la question des fameuses vis. Là. C'est un peu la... Oui, c'est fort, mais tu n'oses pas jeter sur une vis. Puis c'est ça. Yeah. Autre question? Il y a aussi l'équipement, le piolet crampon. Mm-hmm. Tombé, j'ai un de mes amis, Yannick, qui était sur le gros bras un jour, puis il a tombé, puis il s'est ouvert un mollet. Je ne sais pas si tu te souviens. Girard? Yann Girard? Yannick Girard, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les crampons, tu tombes, tu croches, tu trouves. Tu sais, c'est des points là, qui peuvent rentrer dans tes muscles. Même en mixte, je tiens pas à tomber autant. Tu sais, l'été, je tombe, ça finit là, c'est tout. Mais même en mixte, je tiens pas à tomber. Mais c'est quand même dans le spectre de la chute, là, tomber en mixte, c'est plus permis qu'en glace. Souvent, on est sur des gros davers que là, tu peux te permettre de tomber. Tu chutes dans le vide. Là, ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est parce que, vu que vous faites de l'escalade de glace, il faut être tellement plus précis, en roche, vous êtes comme, c'est un peu moins grave, puis c'est pour ça ou pas tant? C'est moins dangereux. Il y a des situations que tu peux te permettre de tomber. En glace, tu veux jamais tomber. En mix, je veux dire, quand tu as une bonne boat puis que la chute est dans le vide, ben tu sais, puis souvent en mix, des fois, ça vient, on va peut-être plus pousser la machine parce qu'on... C'est beau dans de la roche. On sait que c'est plus sécuritaire, Ouais, là, tu sais, si tu tombes, là, tu sais. On se garde moins de facteurs. Le facteur de sécurité est moins élevé, là. Yeah. Plus élevé. Question. Nelson. Ouais, je pense qu'une nuance que je suis surpris que les boys, vous avez pas emmené parce que si on se ramène à POP, tu peux peut-être la répéter au complet. Étant donné qu'on parlait majoritairement des moteurs de roche, qu'est-ce qui fait qu'en glace, on se tient mieux qu'en roche? Ben, c'est qu'il faut vous rappeler que le piolet, une fois qu'il est planté dans la glace, dans n'importe quel style de glace, il n'est pas multidirectionnel, mais quasiment. Tu es plugué là, puis ça devient une jog. Fait que si tu maîtrises bien ton niveau d'endurance, la connaissance de ta limite, ben, tu vas rester plus longtemps. Tu ne vas pas sur le bord de la chute. Tandis qu'en dry cooling, sur de la roche, c'est l'équivalent, mettons, tu prends un bol de noisettes avec des baguettes chinoises, tu essaies de manger avec. Ça prend un niveau de stabilité et de gainage qui est pas mal plus exigeant, qui demande beaucoup plus d'efforts dans des trucs déversants, plus physiques, qui fait que si tu veux que ça passe, tu n'as pas le choix d'admettre que la chute va en faire partie comme en rocher. Alors, tu ne pourras pas te refaire à 100% tout le temps sur une carte de crédit de roche dans un devers. Alors qu'en glace, tu vas mettre un piolet dans la glace qui tient, qui permet de te refaire et de ne pas tomber. Ouais, c'est ça que j'aime un peu avec mon histoire de verticalité, c'est qu'au final, du moment que tu as un bon ancrage, même si la cascade va être verticale, ben, tu peux te refaire au final. Là. Tandis que dans du mix, quand tu es dans un devers, sur un toit ou sur une prise de la taille d'une carte de crédit, comme tu dis, c'est là où il y a pas mal plus de place à l'accident, si on veut, qu'en glace. Là où tu peux, même si c'est une cascade qui est 100% verticale, ben, tu peux te faire quand même ton ancrage, prendre le temps de te reposer. Donc la chute est beaucoup moins... Tu as moins de place à la chute, là, logiquement, que sur du rocher que tu ne contrôles pas. Là. Exact. OK, ben écoute... Merci, Guy. Je pense que... Est-ce qu'il y a une dernière question? Oh, yes. Arnaud. Ben, je suis curieux. Là. En fait, je suis un grimpeur de bloc. Je connais pas vraiment l'escalade de glace. Puis peut-être je suis ignorant par rapport à ça. Là. En fait, je me demandais, étant donné que l'escalade de glace, on peut plus en faire l'hiver, comment en fait pour vous entraîner quand c'est l'été? Allez-vous dans d'autres pays ou bien c'est... On pêche le saumon. En canot, mon gars. À la perche. Là. Pour répéter la question d'Arnaud, c'est niveau entraînement, l'escalade de glace, pendant qu'il n'y a pas de glace, comment on fait? Il y en a qui s'entraînent avec des piolets tout l'été. En arrière de toi.
Sinon, ben, je pense que ça dépend de chacun. Là. Moi, personnellement, je grimpe en roche l'été. Puis, tu sais, maintenant, il y en a beaucoup qui se font des structures aussi, là, qu'on peut avoir à la maison aussi, là, que tu peux t'entraîner avec des piolets. Moi, je m'en ai fait une cette année. Probablement que cet été, quand tu n'as rien à faire, là, tu prends un piolet, puis tu fais une coupe de lap, là. Mais... Est-ce que c'est complémentaire, mettons, vous entraînez l'été en bloc ou en voie à l'extérieur? Est-ce que ça va vous aider dans l'escalade de glace ou ça peut pas vraiment... Ben, à un certain... quand tu sors d'une saison de glace, t'es pas mal en forme, en tout cas, moi, de la manière que je le vis. Mettons, aller faire un toit avec des bons jogs en 5-10, puis ça, tu vas pouvoir durer très longtemps dans le toit, tu vas être en forme, ou aller faire de la craque, mettons, là, tu sais. C'est sûr, tu sais, ce qui prend des doigts, tu sais, mettons, plus du sport, ben, tu sais, c'est moins compatible, mais oui, à quelque part, là, ça se rejoint quand même, les deux sports, là. C'est pas mauvais de grimper en roche pour s'entraîner, là, ça c'est sûr. Oh, ouais. Ça nuit pas. L'escalade, c'est l'escalade. Il y a l'aspect physique, mais l'aspect mental aussi. Tu sais, le niveau de l'engagement, il se reproduit très bien aussi en été, dépendamment des objectifs. L'état d'esprit que tu as en été, il se transpose bien l'hiver aussi sur certains trucs. Donc, oui, c'est complémentaire à ce niveau-là, mais c'est sûr que physiquement, ta prise en glace, c'est une poignée. Tandis que l'été, ben, ça, c'est différent. Mais la gestuelle est similaire, puis c'est sûr que c'est le même groupe de muscles, là. Tu sais, les bons grimpeurs en roche, les gros grimpeurs, quand ils arrivent avec des piolets, ben, ils se démerdent quand même bien. Là, tu sais. Je prends Jeff Beaulieu, il faisait les Coupes du Québec, puis tu sais, il se démerdait quand même assez bien. Là, tu sais. Il était capable de tenir sur un piolet. Tu sais. Nice. Un mini dernier point. Oui. J'aimerais vraiment personnellement remercier tous les gens qui s'impliquent dans le Festiglace. On se réunissait un petit peu ici à soir là, à cause, entre autres, à cause du Festiglace. Fait que j'aimerais vraiment remercier tous les bénévoles, les membres du comité organisateur, parce que c'est énormément de boulot. Comme j'ai mentionné tantôt, les gens ne sont pas payés. Je le dis un petit peu dans mes mots, mais c'est difficile de faire vivre année après année ce festival-là parce que ça demande une charge de travail qui est colossale. Fait que si jamais, dans vos connaissances, vous avez un ami qui est millionnaire et qui aimerait contribuer pour le Festiglace, pour que éventuellement certaines personnes clés qui feraient en sorte que le festival vive très, très longtemps pouvaient être rémunérés, ça serait pas pire. Ça serait pas pire. Hein? Message à ça serait l'histoire pas de la voix des grimpeurs. Fait que si quelqu'un proche de vous un petit peu d'argent de trop, ben on sait quoi faire. On sait quoi faire avec, là. Ouais. Nice. Ben écoute, merci en passant à tout le monde d'être venu ce soir. Je suis vraiment content, puis je me sens reconnaissant, dans le fond, que vous soyez tous là. Pour les gens qui nous écoutent, sur les balados, Spotify, whatever, peu importe où, si vous avez aimé le show, la meilleure façon de nous aider, c'est de repartager le show. Donc, que ce soit sur Spotify, Apple, YouTube, Instagram, quoi que ce soit. Toutes les personnes qui étaient là ce soir, qui ont pris des vidéos, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. Donc, autant Festiglace que La Voix des grimpeurs, que Patagonia Québec. Puis, un gros merci à tous. Puis, au plaisir de vous voir bientôt. Merci. Yeah!